Jusqu'à présent, dans ce cycle de Planète B, on s'est intéressé à l'irruption des machines dans notre quotidien. On a parlé de robots et d'IA, de leurs fonctions, de leurs intentions et du rapport qu'on entretient avec ces créatures artificielles. Bref, on se posait surtout la question de qui ou du quoi. Aujourd'hui, on change de focale, on ne va plus se demander qui pense ou qui agit, mais plutôt où ça se passe. On va parler d'espace, de territoire, de ce lieu intangible qui est pourtant bien là, entre nos doigts, dans nos poches, autour de nous, le cyberespace. Mais le cyberespace, c'est quoi exactement ? D'un point de vue technique, c'est un espace de communication, issu de l'interconnexion mondiale des ordinateurs. Il comprend à la fois les équipements, les applications, les réseaux et les données numériques qui s'y trouvent. D'un point de vue géographique, c'est un espace hybride, sans frontières, qui évolue sans cesse et continue de s'étendre. Et du point de vue de la fiction, c'est un monde de données où l'on peut rêver, fuir, contrôler ou résister. Plus qu'un simple décor, c'est un territoire idéologique. Pour William Gibson, qui invente le mot dans les années 80, le cyberespace est une mise en forme sensorielle, une représentation graphique des données et réseaux. Le géographe Henri Desbois, qui travaille sur les liens entre géographie et fiction, notamment chez Gibson, souligne l'apport fondamental de l'auteur. Pour Gibson, le cyberespace n'est pas simplement un espace simulé sans dimension physique, mais bel et bien la traduction sensible d'une géographie réelle, celle des flux, et du traitement mondialisé de l'information. Comme l'explique Desbois dans son article « Le cyberespace, retour sur un imaginaire géographique », l'essence du cyberespace réside moins dans la construction d'une illusion que dans le fait de donner forme et chair à l'interconnexion des ordinateurs. Alors aujourd'hui, dans Planète B, on entre dans la matrice. Pas pour savoir si elle est réelle ou non, mais pour comprendre ce qu'elle raconte, ce qu'on peut y faire et comment s'en émanciper. Avant d'être défini par les géographes ou les ingénieurs, le cyberespace s'est d'abord construit dans les imaginaires de la science-fiction. Et depuis, il s'est échappé des romans pour devenir un lieu commun, autant dans la culture populaire que dans les discours techniques ou académiques. Si le mot cyberespace est forgé par William Gibson, le concept lui-même émerge un peu plus tôt, notamment dans l'œuvre de Vernor Vinge. On évoquait déjà cet auteur à propos de la singularité dans notre premier épisode sur les IA. Dans sa nouvelle True Names, écrite en 1981, on suit un groupe de hackers se connectant à un système de réalité virtuelle appelé l'Autre Plan pour explorer un réseau d'ordinateurs. À la même période, côté cinéma, une autre œuvre contribue à façonner l'imaginaire du cyberespace. On est en 1982 et Tron sort dans les salles obscures. Le film, réalisé par Steven Lisberger, met en scène un programmeur de jeux vidéo aspiré dans le système informatique de son entreprise. Structure polygonale, faisceaux lumineux, il y découvre un univers très visuel où les programmes prennent l'apparence d'êtres humanoïdes et où les données deviennent un environnement navigable. Le cyberespace n'est pas encore nommé, mais il y devient déjà un monde parallèle au monde réel. Comme une projection où les conflits humains trouvent un écho numérique. Un territoire à part entière avec ses règles, ses habitants et ses dangers. Mais c'est donc William Gibson qui utilise pour la toute première fois le terme cyberespace dans la nouvelle Burning Chrome, gravée sur Chrome pour la traduction française, publiée en 1982 dans la revue Omni. Il s'agit alors d'un modèle de machine, le Cyberespace 7, un simulateur de matrice. Dans le documentaire No Maps for These Territories, réalisé par Mark Neal, Gibson explique qu'il cherchait un mot à la mode. I'd gotten to a point where I needed a buzzword. I needed to replace the rocket ship and the holodeck with something else that would be a signifier of technological change and that would provide me with a narrative engine and a territory in which the narrative could take place. Où trouver l'inspiration pour illustrer ce changement technologique ? Antoine nous en dit plus tout de suite. Dans le dernier épisode, je vous disais un mot d'Elisa, le chatbot psychanalyste développé dans les années 70 par Joseph Weizenbaum. À l'époque, pourtant, ce genre de recherche est très loin du commun des mortels, qui s'initie plutôt aux joies de l'informatique par un tout autre moyen. Internet, même dans ses versions préhistoriques, est encore très loin. Et ce sont donc les jeux vidéo
qui popularise massivement l'informatique. Pong, premier jeu d'arcade grand public à connaître un franc succès, est publié en 1972 par Atari. Il sera suivi par une quantité d'autres titres de plus en plus sophistiqués. Dans les années 70 à 80 donc, cette nouvelle forme de loisir fait irruption dans le quotidien, non sans déclencher quelques paniques morales au passage. Les ordinateurs personnels, tout comme les consoles de salon, n'existent pour ainsi dire pas, ou en tout cas leurs premiers modèles ne sont pas encore répandus massivement. Et la crise du jeu vidéo de 1983 n'aidera pas à leur développement rapide au début. Dans ces décennies, on voit donc se multiplier les salles d'arcade, où les bornes colorées et payantes ouvrent une fenêtre sur autant de mondes virtuels. Les graphismes, le son, le gameplay sont minimalistes, mais permettent déjà quelque chose, se connecter soi-même, corporellement, à un nouveau type d'expérience. Le jeu vidéo est un art du rythme, à la limite de la transe, où les mouvements du joueur ou de la joueuse épousent ceux de la machine, pour entrer en résonance et permettre d'améliorer son score. C'est une expérience physique qui attire l'attention d'un type comme Timothy Leary, pape de la contre-culture des années 60 à 80 et véritable militant pro-LSD qui voyait dans les substances psychédéliques un moyen d'ouverture mentale, de libération et de contestation. Et dans les ordinateurs et jeux vidéo, une sorte de nouveau langage ou religion du même ordre. D'ailleurs, beaucoup de jeux vidéo de l'époque et des suivantes empruntent à l'esthétique psychédélique, sous le pinceau d'artistes comme Piton Angelo par exemple, comme le fera largement la science-fiction aussi de Dune à Matrix. Le journaliste Raphaël Lucas, dans son Histoire du cyberpunk, écrit que, je cite, « En octobre 1985, Space Harrier, et plus encore sa version Deluxe, renvoie à une pure imagerie LSD. C'est Alice au pays des psychotropes. Dragon, forme géométrique, statue de l'île de Pâques en lévitation, qui déboule vers le premier plan comme se déroule le tapis, couleur flashy. Et toujours la vitesse, le rythme, toujours ce dialogue cadencé entre le joueur et le jeu. » À cette époque, William Gibson est un jeune auteur en quête de reconnaissance et qui n'est pas encore considéré comme la figure de proue du mouvement littéraire cyberpunk. Il trouve l'inspiration qui l'amènera à décrire précisément le cyberespace en voyant des enfants scotchés aux écrans bombés des bornes d'arcade. Il dit « Je me souviens être passé devant une salle d'arcade qui était un nouveau genre de business à l'époque et d'avoir vu des enfants jouer à ces vieilles bornes de jeux vidéo en contreplaqué à la mode. Les jeux proposaient une représentation graphique très primitive de l'espace et de la perspective. Certains d'entre eux n'avaient même pas de perspective, mais aspiraient à la perspective et à la dimensionnalité. Même sous cette forme très primitive, les enfants qui y jouaient étaient tellement impliqués physiquement qu'il me semblait qu'ils voulaient entrer à l'intérieur des jeux, dans l'espace théorique de la machine. Le monde réel avait disparu pour eux, il avait complètement perdu de son importance. L'inspiration initiale du cyberespace pour Gibson n'est pas liée à la connexion d'ordinateurs entre eux, ce qu'on nomme Internet aujourd'hui. Elle est liée à la connexion des corps avec des bornes informatiques incarnées, qui ressemblent à autant de fenêtres ouvrant sur un nouveau monde. Entrer dans le jeu, c'est entrer dans ce nouvel espace informatique. C'est exactement ce qu'illustrait Steven Lisberger en 1982 dans Tron, soit 2 ans avant que Gibson ne publie Neuromancien, le premier et plus grand roman officiellement cyberpunk. Dans la très belle traduction de Laurent Kessy pour les éditions indépendantes Au Diable Vauvert, il y écrit « La matrice tire son origine des jeux d'arcade, des premiers programmes graphiques et des expériences militaires sur les prises crâniennes. Sur le Sony, une guerre cosmique en 2 dimensions disparue derrière une forêt de fougères calculée pour démontrer les possibilités spatiales des spirales logarithmiques. Le cyberespace, une hallucination consensuelle ressentie au quotidien, dans le monde, par des milliards de techniciens autorisés, par des enfants y découvrant des concepts mathématiques. Une représentation graphique des données extraites des mémoires de tous les ordinateurs du système humain. Une impensable complexité. Des traits lumineux, alignés dans le non-espace de l'esprit, des amas et constellations d'informations, tels les éclairages d'une ville qui s'éloigne. Pour Gibson, donc, le cyberespace est moins le résultat d'une architecture informatique qu'un non-lieu, à la limite de l'abstraction, enfanté de la complexité du monde, peuplé de nouveaux dieux étranges, des IA, et qu'il se plaît moins à décrire, parce que c'est impossible, qu'à évoquer dans une forme de poésie informatico-informationnelle directement inspirée des visions psychédéliques. Si Gibson décrit un cyberespace poétique, presque mystique, il n'écrit pas depuis un monde purement spéculatif. L'architecture technique est bel et bien en train de se mettre en place. Au début des années 80, les règles permettant aux machines des différents réseaux de se comprendre et d'échanger des données entre elles sont standardisées. Grâce à ces protocoles, on peut s'envoyer des mails, consulter des serveurs à distance ou encore transférer des fichiers. Sur la même période, on introduit le système des noms de domaine et dès 1986, les universités du monde entier commencent à se connecter entre elles. Pour l'instant, il est réservé à la recherche, à l'armée, aux pionniers de l'informatique, mais peu à peu, le monde se câble et l'Internet prend forme. Toute la décennie qui suit, l'idée d'un réseau informatique global comme espace à part entière fait des émules. La fiction s'en empare. Plusieurs auteurs prolongent l'intuition de Gibson, mais en déplaçant la notion de cyberespace.
Ce n'est plus seulement un monde dans lequel on entre. Dans Câblé, publié en 1986, Walter John Williams le transforme en terrain d'affrontement tactique où les connexions neurales servent à piloter, infiltrer, détruire. Avec les mailles du réseau, en 1988, Bruce Sterling en fait un territoire géopolitique où les données remplacent les armes et où les multinationales ont plus de pouvoir que les États. En 1992, le samouraï virtuel de Neil Stephenson transforme le cyberespace en métavers, un monde numérique en 3D que les utilisateurs arpentent sous forme d'avatars, un monde colonisé par les grandes entreprises, morcelé en franchises privées et saturé de publicité. Une dystopie libérale où le code informatique fait office de loi. Au-delà de la littérature, le concept de cyberespace est également popularisé à travers des jeux de rôle comme Cyberpunk en 1988 ou Shadowrun l'année suivante, et adapté plus tard en jeu vidéo. Alors que la fiction décrit surtout le cyberespace comme un prolongement du capitalisme en territoire numérique, certains dans le monde réel rêvent encore d'un espace numérique, affranchi des logiques de pouvoir. C'est le cas de John Perry Barlow, auteur de la Déclaration d'indépendance du cyberespace. Publié en 1996, ce texte fondateur appelle à un Internet libre, affranchi des lois des États. Une vision radicalement utopique qui envisage le net comme un espace autonome régi par ses propres règles, où les individus seraient souverains de leurs pensées, de leur expression, de leur avenir. Oui, mais voilà, cette utopie se heurte vite à la réalité. Infrastructure centralisée, collecte massive de données, surveillance algorithmique. Si assimiler le cyberespace à un territoire pose la question de sa gouvernance, une autre question fondamentale reste en suspens. Que devient l'individu dans cet espace ? Comment s'y situer en tant que sujet ? En 91, avec ses synthérétiques, Pat Cadigan imagine un cyberespace organique directement branché à la conscience, où les esprits se connectent, s'altèrent et parfois se perdent dans un flux de données devenu mental. Alors, qu'est-ce qui nous reste quand notre esprit peut exister sans corps dans un espace de données partagé avec d'autres ? Comment repenser la relation entre l'identité et le corps au sein du cyberespace ? Ce sont les questions fondamentales posées par Ghost in the Shell, film d'animation japonais adapté de Masamune Shirow et réalisé par Mamoru Oshii en 1995. Dans cet univers futuriste, les humains sont augmentés de prothèses cybernétiques, connectés en permanence à un immense réseau mondial. Mais contrairement au cyberespace de Gibson, montré comme un univers parallèle virtuel, le cyberespace de Ghost in the Shell n'a plus besoin de représenter visuellement un ailleurs. Il est là, partout, tout le temps, intégré à la réalité sans interface explicite. C'est un prolongement direct de la conscience. Le Major Kusanagi, elle-même entièrement cyborgisée, interagit avec ce réseau via son cybercerveau. Mais plus le film avance, plus la frontière entre son esprit et celui des autres, entre elle et le réseau, se brouille. Elle sent que ses pensées ne sont peut-être plus uniquement les siennes. L'identité n'est plus un socle et l'individualité finit par disparaître. Maybe I died a long time ago and somebody took my brain and stuck it in this body. Maybe there never was a real me in the first place. Alors que la conscience de Kusanagi se dissout dans le cyberespace, celle du Puppet Master en émerge. À partir du flot massif de données qu'elle intègre, cette IA finit par devenir une entité consciente et déclare son autonomie. Le cyberespace n'est donc pas qu'un lieu de perte, c'est aussi un lieu d'émergence du vivant, un écosystème possible. Ce brouillage entre réel et virtuel, entre corps et esprit, prépare le terrain pour une autre œuvre majeure. Une œuvre où, cette fois, ce n'est plus l'individu qui choisit d'entrer dans le réseau, c'est le réseau qui s'est refermé sur chacun sans qu'on le sache. En 1999, le monde entier découvre Matrix des sœurs Wachowski. Ici, il ne s'agit plus de se connecter au cyberespace. On y vit déjà sans le savoir. La matrice, c'est un cyberespace parfait, indistinguable du réel, totalisant, invisible. This isn't real. What is real? How do you define real? On ne peut pas s'en extraire tant qu'on ne sait pas qu'on y est, et même une fois qu'on le sait, la sortie n'est ni immédiate ni absolue. All I'm offering is the truth, nothing more. Dans cette vision, le cyberespace n'est plus un outil ni même un réseau. C'est un système de contrôle déguisé en réalité. The Matrix is a computer-generated dream world, built to keep us under control in order to change a human being into this. Et cette idée de simulation, elle ne date pas d'hier. Avant même qu'il ne soit question de cyberespace, la SF s'employait déjà à questionner la nature de notre réalité. C'est ce que va nous raconter Hugues.
On s'accorde aujourd'hui pour attribuer l'invention du terme cyberespace, en mettant de côté les artistes danois Susan Ossing et Carsten Hoff, qui ont utilisé ce terme en 1968 dans un contexte qui n'avait rien à voir ni avec la cybernétique, ni avec l'informatique, ni avec les réseaux de communication. On l'attribue à l'écrivain William Gibson dans sa nouvelle de 1982 intitulée « Gravé sur chrome ». Mais longtemps avant l'explosion des réalités virtuelles cyberpunk, réalités virtuelles dont la naissance ne s'inscrit pas nécessairement là où on l'imaginerait le plus volontiers, la spéculation romanesque autour de la possibilité et de la crainte d'univers simulés avait investi la science-fiction. À la fin des années 50 et au début des années 60, alors que l'informatique ressemble davantage au méga-ordinateur Shalmaneser de John Brunner, que nous évoquions ici il y a 2 épisodes, qu'à celle que nous connaissons aujourd'hui, 2 auteurs balisent ce terrain fertile et inquiétant. Philippe K. Dick, tout d'abord et naturellement, en tant qu'explorateur privilégié des paranoïas de toute nature, écrit L'œil dans le ciel en 1957. Un accident lors de la visite d'un accélérateur de particules, mais oui, plonge les 8 victimes du hasard malencontreux, ou presque, dans une série de réalités différentes de la nôtre qui sont formées par les univers psychiques personnels de chacune d'entre elles. Sous une forme différente, mais écrite d'une manière beaucoup plus aboutie et alerte, il explorera à nouveau cet angle du réel qui ne l'est pas et où beaucoup de choses improbables deviennent possibles dans son Au bout du labyrinthe en 1970. Mais c'est sans doute dans Le temps désarticulé, en 1959, qu'il s'approche au plus près de la réalité simulée, construite par qui ou quoi à ce stade on ne le saura pas. Ragel Gum, le héros de l'histoire, déjà très dickien avant que cet adjectif ne prenne son essor tardif, constate aux 2 tiers de l'ouvrage « Parce que je suis le centre de l'univers, ils se sont donné un mal fou pour construire un monde factice autour de moi ». On saisit à quel point ce texte sera essentiel pour Andrew Niccol et Peter Weir 40 ans plus tard, en 1998, alors que l'on pense que la peur du péril nucléaire, par exemple, a été remplacée par la télé-réalité à outrance au moment d'écrire et de réaliser leur monumental The Truman Show. Philippe K. Dick sera encore plus explicite, mais en conséquence moins subtilement poétique, lorsqu'il reviendra sur ce thème-là dans son Simulacre de 1964. 2 de ses authentiques chefs-d'œuvre, Le Dieu venu du Centaure en 1964 également, et Ubik en 1969, utilisent à leur tour, de manière tout sauf anecdotique, ces réalités alternatives qui infiltrent celles que l'on croit être la nôtre. Mais on s'éloigne déjà largement avec eux de la simulation pure et dure, telle qu'elle ressurgit aujourd'hui du fait de la puissance de calcul présentée par les machines contemporaines, qui seules permettraient sans doute de rendre les détails nécessaires sans se cogner dans les murs de la fausse boîte. C'est une nouvelle presque anodine, à l'échelle d'un auteur aussi prolifique, Souvenirs à vendre, en 1966, qui appliquera enfin la simulation générale à un esprit particulier, rendant presque inextricable la réalité et son substitut fabriqué sur mesure. Elle connaîtra un succès mondial, avec quelques variantes et adaptations, sous le titre de Total Recall, adapté une première fois par Paul Verhoeven en 1990, puis par Len Wiseman en 2012. I was here first. So, adios, amigo. And thanks for not getting yourself killed. Hey, maybe we meet in our dreams. You never know. On pourrait d'ailleurs placer cette nouvelle en parallèle de celle, plus tardive et peut-être encore plus rusée, de John Varley, dans son recueil Persistance de la vision de 1978, intitulé Trou de mémoire, qui sera elle aussi portée à l'écran par Douglas Williams en 1983, sous le titre Overdrawn at the Memory Bank. Nettement moins connu que Philippe K. Dick, mais méritant à coup sûr d'être lu et relu, le Louisianais décédé beaucoup trop tôt à 56 ans que fut Daniel F. Gallouis, publie en 1964 l'un de ses 5 romans, Simulacron 3. Le titre anglais, Monde de contrefaçon, est encore plus révélateur que le titre original américain, dans lequel les personnages réalisent au bout d'un certain temps qu'ils vivent en effet à l'intérieur d'une vaste simulation informatisée, conçue avant tout pour étudier, à l'ère du marketing déjà triomphant, le comportement du consommateur, puisque c'est au fond à cela que se réduit l'être humain dans la doxa capitaliste de base, à l'époque. Ce à l'époque est de l'humour noir, vous l'aurez bien saisi. Le grand cinéaste allemand Rainer Werner Fassbinder l'adaptera en téléfilm de 2 épisodes, Le Monde sur le fil, en 1973, et Joseph Rusnak le portera au cinéma en 1999 sous le titre de The 13th Floor, passé virtuel en français. Il sera même porté au théâtre par le redoutable Jay Scheib sous le titre de World of Wires en 2012. Sans compter l'influence assez directe de Simulacron 3 sur le film Ouvre les yeux d'Alejandro Amenábar en 1997 et sur son remake Vanilla Sky réalisé par Cameron Crowe en 2001.
Par la puissance éventuellement rampante de ces deux auteurs incontournables, Philippe Cadic et Daniel F. Galouille, la sensation et la crainte de vivre dans une simulation peuvent ainsi se mettre à hanter les imaginaires. Il faudra avoir le cœur et l'esprit bien accrochés pour se dépêtrer des labyrinthes conçus par le David Cronenberg d'Existence en 1999. We're back, Merle, but I have a feeling some of our crew doesn't realize it yet. Et par le Christopher Nolan d'Inception en 2010. Et bien sûr, dans ceux du chef-d'œuvre multiple des sœurs Wachowski, Matrix, qui pourrait être, vous l'aurez compris, l'emblème de cet épisode tout entier. Cette hantise atteint peut-être son point le plus haut, quittant le terrain officiel de la création artistique et romanesque, lorsque l'un des gourous proclamés de l'IA conquérante, répertorié avec un grand brio, comme nous l'avons signalé dans un épisode précédent, par Thibaut Prévost, dans son précieux ouvrage « Les prophètes de l'IA », publié chez l'éditeur indépendant québécois Lux en 2024, le philosophe Nick Bostrom s'appuie sur une puissance de calcul en augmentation frénétique pour faire, à partir de 2003, entre autres spéculations pseudo-scientifiques tellement au goût du technoféodalisme triomphant, de l'hypothèse de la simulation, nous vivons dans une simulation, une réalité hautement probable, ce dont un Elon Musk se délecte désormais abondamment pour l'une de ses innombrables provocations simplificatrices et fascisantes. Qu'il ait fallu attendre 2024 pour qu'Oxford, refusant enfin de se nourrir des centaines de millions de dollars de financement déversés par la Big Tech et ses affiliés associatifs, ferme son institut dédié au sein de la vénérable université, n'est qu'un signe parmi d'autres de cette porosité parfois terrifiante entre ce qui relève de l'imagination créatrice et vigilante et ce qui renvoie tout simplement au business, au profit et au contrôle des enjeux sociétaux planétaires, ici et maintenant. Mais nous devons parier à notre tour que la toupie saura sans doute s'arrêter de tourner le moment venu. Pour en revenir à Matrix, la trilogie dépasse de loin la simple idée de simulation. Elle se joue du spectateur, souligne l'illusion du libre arbitre, invite à remettre en cause ce que l'on pense avoir compris. Antoine a voulu revenir sur cette dimension et la mettre en regard d'une autre œuvre marquante qui explore le cyberespace, Ready Player One. Puisque tout ça n'est qu'un vaste prétexte pour vous parler de Matrix encore et encore, je tenais à revenir sur la fin trop souvent incomprise du premier film et à la comparer à celle de Ready Player One de Steven Spielberg, adaptée en 2018 du roman Player One d'Ernest Cline de 2011. Matrix, donc, est le chef-d'œuvre des sœurs Wachowski daté de 1999, dans lequel une bande de hackers mystiques combat une civilisation de machines qui enferme l'humanité pour la tenir sous contrôle dans un monde virtuel, c'est-à-dire la matrice. Une prison d'autant plus efficace que ses captifs ne la voient pas comme telle. En fait, ils ne la voient pas du tout. These people are still a part of that system, and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it. Were you listening to me, Neo? Or were you looking at the woman in the red dress? Ready Player One est un film cyberpunk dans lequel les personnages participent à une course aux Easter eggs organisée par le cofondateur de l'Oasis, un monde virtuel persistant dont ils connaissent très bien la nature. Ils peuvent y entrer et sortir à leur guise. Et y affrontent IOI, une corporation malfaisante, pour la maîtrise totale du monde virtuel et pour éviter une prise de contrôle. The Oasis. This is the Oasis. It's a place where the limits of reality are your own imagination. Dans un cas, comme dans l'autre, le monde extérieur n'a pas grand-chose à offrir. C'est un désert de ruines post-apocalyptiques où seule est possible la survie dans Matrix, et ce sont des conditions de vie misérables dans Ready Player One pour des personnages visiblement laissés pour compte d'une société ultra-capitaliste typique du genre. Pour le chercheur Olivier Hertscheid, dans un billet de blog, le métavers, c'est l'oasis de Ready Player One, où l'on ne se déploie là-bas que parce que l'on est fondamentalement empêché ou entravé ici. These days, reality is a bummer. Everyone's looking for a way to escape. And that's why Halliday, that's why he was such a hero to us. He showed us that we could go somewhere without going anywhere at all.
You don't need a destination when you're running on an omnidirectional treadmill with quadraphonic pressure-sensitive underlay. À chaque fois, le monde virtuel est une alternative. Contrainte pour l'humanité de Matrix, échappatoire souhaitable et désirable pour celle de Player One. Les ressemblances s'arrêtent là, et particulièrement dans la conclusion des deux histoires. À la fin de Player One, les personnages ont gagné le contrôle de l'Oasis et décident de l'aménager. Ils n'y suppriment pas l'agression publicitaire constante, les placements de produits, on le rappelle, sont là pour les spectateurs réels, ni la dimension mercantile de cette aire de jeu géante. Non, ils bannissent IOI et surtout, ils décident de limiter l'accès à l'Oasis certains jours de la semaine parce que, je cite le film, c'est important que les gens passent plus de temps dans le monde réel. Fin de citation. Quand bien même tout ce que notre héros, Wade, a réalisé dans sa vie, les seuls amis qu'il a et sa rencontre amoureuse avec Samantha viennent précisément de l'Oasis, justement. Il n'injecte pas non plus de démocratie dans le fonctionnement du réseau, mais préfère conclure sur un discours de boomer paternaliste en déconnectant les gens contre leur gré pour ce qu'ils considèrent être leur propre bien. La fin de Matrix, sortie 20 ans avant, sonne à peu près comme l'extrême inverse de cette idée. Neo réussit à trouver la foi et à vaincre les agents des machines, prenant ainsi le contrôle dans la matrice. Et j'insiste, il prend le contrôle non pas sur la matrice, mais dans la matrice. À la manière des prisonniers de la caverne de Platon dont le film s'inspire, les prisonniers de la matrice ignorent tout du monde extérieur. Leur réalité n'est certes pas la même que celle de ceux qui s'en sont extraits, mais elle n'est pas moins légitime. Le film des Wachowski n'offre guère d'alternative réjouissante aux fugitifs, qu'un désert du réel. Zion est une cité poubelle au bord du gouffre, menacée de destruction par les machines, et la liberté dont jouissent les humains affranchis est plus que relative, soumis qu'ils sont à des contraintes de survie extrêmes et à une guerre sans merci sous un ciel irradié. There are fields, endless fields, where human beings are no longer born. We are grown. Cypher, qui est le traître dans le film, le dit très clairement. « Tu trouves qu'on a l'air libéré ?» demande-t-il à Trinity, qui répond par un argument faible et dogmatique, c'est-à-dire « la matrice n'est pas la réalité ». Et Cypher de démontrer cruellement le contraire en assassinant les membres d'équipage. By the way, if you have anything terribly important to say to Switch, I suggest you say it now. Oh no, please don't. Not like this. Not like this. Too late. Au départ, Neo, Trinity et Morpheus défendent l'idée que le monde réel, quelles qu'y soient les difficultés, serait préférable au confort de l'illusion. Et ce, au nom d'une vérité absolue et d'une foi qu'ils partagent. Cette foi est celle qui leur donne la certitude de pouvoir renverser la vapeur et qui fait finalement changer Neo d'avis. À la fin du film, il n'est plus question de détruire le système, mais de prendre la main. C'est ce qu'il dit dans son monologue de fin qui s'adresse aux machines. And then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you. A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world where anything is possible. J'ai les frissons à chaque fois. Ce monde dont parle Neo n'est pas le désert du réel dans lequel les possibilités de survie sont extrêmement incertaines. La Terre est quasiment inhabitable. Surtout pour des milliers de prisonniers qu'on aurait débranchés d'un coup sans explication, sans ressources ni accompagnement. Ce monde, c'est la matrice elle-même, en tant que régime légitime de réalité et code informatique reprogrammable. À la fin de Matrix, Neo prend le contrôle du software dans un geste révolutionnaire et émancipateur pour l'humanité tout entière, mais teinté d'un vrai gros paradoxe. Il ne s'agit pas de détruire la prison, mais de devenir libre à l'intérieur. La maîtrise du hardware dans le monde extérieur est laissée aux machines. Neo invite à la paix et à l'interdépendance lorsqu'il leur dit « Ce que nous en ferons ne dépendra que de vous ». Dans une rare interview où elle aborde le sujet, Lana Wachowski souligne la dimension méta de la trilogie. Quand vous allez au cinéma, les films sont une matrice. Vous rentrez à l'intérieur, ils sont immersifs et vous enveloppent comme un cocon. Ils vous disent quoi voir, quoi penser, quoi ressentir. Pour nous, c'était problématique. L'ambition des Wachowski était la suivante.
nous inviter à questionner notre rapport au cinéma, nous faire prendre conscience qu'un récit peut être une prison et nous montrer que ce n'est pas une fatalité. Pour approfondir le sujet, je ne peux que vous recommander de lire l'analyse détaillée réalisée par Rafik Djoumi dans le hors-série de Rokirama qu'il consacre à la trilogie. Tout comme le cinéma, le cyberespace n'est pas neutre. C'est un lieu où s'exercent des forces, où se rejouent des luttes sociales, économiques, idéologiques. Mais même si le système semble verrouillé, des failles existent. Et c'est justement dans ces failles que s'inventent de nouveaux récits. Des récits de résistance, d'émancipation, de réinvention du réel. Dans Toxoplasma, de Sabrina Calvo, publié en 2017 aux éditions La Volte, le net tel qu'on le connaît a disparu. Il a craché. Il est remplacé par la grille, un réseau réservé aux élites du pouvoir, militaires, scientifiques, nantis. Symbole d'exclusion technologique, les hackers, comme le personnage de Kim, y accèdent via un réseau alternatif pour y obtenir des renseignements, saboter les communications adverses et révéler les manigances occultées par le pouvoir. Une manière de reprendre le contrôle sur la production et la diffusion du savoir. On pourrait développer un épisode entier sur la figure du hacker, tant elle est présente dans la SF. En connaissant la syntaxe, en comprenant les systèmes, il peut les court-circuiter et retrouver une capacité à agir dans un monde technologique totalitaire. Si cet archétype a été usé jusqu'à la corde dans la fiction, devenant souvent un cliché facile, il n'en demeure pas moins un symbole de résistance. Mais cette résistance n'appartient pas qu'au roman ou au film. Elle s'invente aussi dans la réalité. e-Anarchie, publié en 2025 aux éditions hacker.fr, explore justement ces nouvelles formes de lutte. Dans cet ouvrage passionnant, Geoffrey Dorn raconte comment hackers, artistes, designers et citoyens cartographient les limites des programmes d'IA pour mieux les détourner, les contourner et réinventer notre rapport aux machines. Lui aussi nous invite à prêter attention aux failles. Nous aurons besoin collectivement de cultiver ces espaces d'autonomie, ces zones temporairement libérées de la logique prédictive, ces interstices où s'inventent d'autres relations possibles aux technologies et à nous-mêmes finalement. Geoffrey Dorn n'est pas le seul à nous inciter à changer de regard sur ces espaces numériques. Pour le géographe Boris Baud, Internet n'est pas un simple décor immatériel ou un territoire fantasmé. C'est un espace bien réel, au même titre qu'une place ou qu'une ville. Et de la même manière, il structure les relations, organise les interactions et influence profondément la société. Dans ses travaux, il rappelle que nier cette réalité, cette spatialité, c'est courir le risque de déréaliser nos actions, de perdre de vue l'impact concret qu'elles exercent sur le monde. Des propos qui font écho à ceux de William Gibson lui-même. Dans une interview donnée en 2007, l'écrivain affirmait que une des choses que nos petits-enfants trouveront le plus bizarre à notre sujet, c'est que nous faisons la différence entre le numérique et le réel, entre le virtuel et le réel. À l'avenir, ce sera littéralement impossible. La distinction entre le cyberespace et ce qui n'est pas le cyberespace sera impossible à imaginer. Le cyberespace n'est pas un ailleurs, c'est ici. C'est le prolongement de notre monde commun. Un espace que l'on peut habiter, questionner, contester, transformer. Et si tout commençait par là ? Ensemble, nous pouvons façonner ces technologies, imaginer d'autres usages, d'autres règles et refuser qu'elles ne servent que le contrôle. Comme le rappelle Geoffrey Dorn, c'est là que tout se joue, dans notre capacité à imaginer des technologies qui ne sont pas des outils de domination, mais des instruments d'émancipation. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi, on espère qu'il aura su vous intéresser. L'émission vous a plu ? Vous voulez soutenir le travail de Blast ? Rien de plus simple, vous pouvez faire un don, devenir sociétaire ou partager nos contenus sur les réseaux. Merci pour votre soutien et vos excellents retours. On déconnecte en août, mais on se retrouve dès la rentrée avec une rencontre prévue le jeudi 11 septembre à la librairie Caribde, à Grande Contrôle. On sera ravis de vous y retrouver et d'ici là, on vous souhaite un bon été.